Et donc maintenant je donne la parole à Stéphanie Roussel de l'Université de Bordeaux qui va nous parler toujours d'évaluation, mais cette fois-ci dans le domaine des langues vivantes et en se focalisant plus c'est moi qui l'ai sur la compréhension de l'oral. Et maintenant tu peux appuyer sur ton micro. Je suis désolée, je commence mal. Tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe du CNESCO pour cet événement parfaitement organisé, dont je suis très heureuse de faire partie, modestement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'une compétence spécifique en compréhension de l'oral. Alors la compréhension de l'oral, à mon avis, c'est un excellent choix du CNESCO quand on parle d'évaluation. Alors je pense que vous êtes tous retrouvés en situation de comprendre la langue étrangère orale. Vous avez tous regardé un film en version originale et donc vous êtes tous retrouvés en situation d'essayer de comprendre une langue étrangère à l'oral. Alors pourquoi comprendre une langue étrangère à l'oral? C'est à la fois spécial et particulièrement intéressant quand on parle de l'évaluation. Eh bien, quand on essaie de comprendre un document sonore à l'oral, la première chose qu'on a envie de dire à ses élèves une fois qu'on leur a passé l'audio, c'est « alors, qu'est-ce que vous avez compris ?» Et une fois qu'on a posé cette question, malheureusement, on n'a rien entraîné du tout. Et donc, vous voyez que cette question de la compréhension de l'oral, elle est absolument intéressante pour s'interroger sur l'articulation entre la manière dont on évalue une compétence et la manière dont on va l'entraîner. Donc c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire en fait de tension, de disjonction entre des instructions officielles pour évaluer une compétence et sur le terrain, des enseignants qui essaient à la fois de coller à ces injonctions officielles et d'entraîner cette compétence. Voilà. Le décor est posé. À l'école, on a des directives institutionnelles pour l'ACO. On a l'ACO pour la compréhension de l'oral en langue seconde. On a à la fois le socle commun de compétences et de culture et le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce sont ces deux textes qui régissent l'évaluation de la compétence de compréhension de l'oral. Alors, ces documents officiels, ils poursuivent deux objectifs principaux. À la fois fixer des objectifs de maîtrise de cette compétence pour les élèves et aussi ils visent une harmonisation sur le plan européen puisque le cadre européen commun de référence fixe un cadre européen pour l'évaluation des compétences linguistiques des élèves. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon propos, c'est d'interroger le lien entre l'évaluation de cette compétence et l'entraînement de cette compétence, et de savoir, quand on construit des entraînements à cette compétence, qu'est-ce qu'on évalue, et si on retombe un peu sur nos pieds en évaluant des compétences qui sont ciblées par les documents officiels. Alors la première chose que j'ai décidé d'essayer de faire avec vous, c'est de comprendre le cadre européen commun de référence pour les langues, de regarder un peu comment il est construit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on propose pour l'évaluation, et ensuite d'essayer d'aller voir du côté des recherches, du côté des chercheurs qui se sont intéressés à cette compétence de compréhension de l'oral, de savoir ce qu'ils en disent et si la recherche nous donne finalement des outils pour construire des entraînements à la compréhension de l'oral. Alors, dans le cadre européen commun de référence pour les langues, on distingue déjà 5 compétences langagières et vous avez compris qu'aujourd'hui, je vais m'intéresser à une seule de ces 5 compétences langagières, qui est la compréhension de l'oral. On a les compétences de production et puis on a les compétences de compréhension. Aujourd'hui, je m'intéresse qu'à la compréhension de l'oral. Et vous voyez que le cadre européen commun, il distingue des niveaux de maîtrise de la langue, c'est-à-dire qu'il classe les utilisateurs dans 3 grands groupes. Donc on a les utilisateurs élémentaires, les utilisateurs indépendants et les utilisateurs expérimentés. Donc l'idée du cadre européen commun de référence pour les langues, c'est de positionner les élèves sur une échelle de niveau qui va de A1 à C2. Ensuite, on dispose, dans le cadre européen commun de référence pour les langues, de grilles qui contiennent des descripteurs. Et ces descripteurs, ils fixent des objectifs par niveau de compétence. Alors ici, j'ai décidé de travailler avec vous un descripteur. C'est celui du niveau B1. Et donc, je vais le lire avec vous, j'ai surligné en gris. Tout utilisateur de niveau B1 est capable de, donc peut comprendre, une information factuelle, directe, sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail, en distinguant les messages généraux et les points de détail, à condition que l'articulation soit claire
et l'accent courant. Alors, je vais lui faire un sort à cet item, bien sûr. Mais avant de lui faire un sort, je voudrais vous montrer aussi d'autres ressources qui sont à la disposition des enseignants. Donc, à la disposition des enseignants et des corps d'inspection, on a ce cadre européen commun de référence pour les langues, auxquels sont adossés d'ailleurs les programmes nationaux. Et puis, on a des ressources de compréhension. Alors, ici, par exemple, j'ai pris sur le site EduScol, j'ai pris un exemple de grille d'évaluation de la compréhension de l'oral qui est fournie aux enseignants et j'ai choisi le même item que celui que je viens de vous lire, c'est cet fameux item du niveau B1, voilà celui qu'on vient de lire ensemble. Et quand on veut essayer de travailler autour de cet item du niveau B1, les enseignants, ils disposent d'une grille qui est une grille d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez sur la droite, des éléments linguistiques, culturels à repérer. Donc on est bien dans l'évaluation, on regarde si l'élève il est bien positionné au niveau B1. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours rien entraîné. Finalement, la question qu'on peut se poser, donc vous voyez, c'est quand même assez détaillé. Il faut que l'élève ait repéré que chaque enfant a besoin d'un père, que le père revient de sa captivité en tant que prisonnier de guerre, etc. Et ça, il le fait. Et là, on peut rendre justice quand même au cadre européen commun de référence, mais je vais le faire juste après. Au fait que ici, ça se passe dans le cadre d'une activité qui se situe dans une perspective actionnelle, c'est-à-dire que ici, très clairement, l'exemple que je vous soumets, on est sur quelque chose où des élèves vont écouter ou visionner des bandes annonces de films pour en sélectionner un pour le ciné-club du collège. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans l'esprit d'une perspective actionnelle. L'élève est dans une démarche de projet, il écoute pour faire quelque chose et ensuite on évalue sa compréhension. Donc voilà. Alors, quels sont les avantages et les limites d'un tel dispositif ? Alors, les avantages, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le cadre européen commun, il présente le mérite et sans doute à l'époque la nouveauté de situer l'apprentissage des langues dans une perspective actionnelle, c'est-à-dire de faire de l'enseignement des langues quelque chose qui contribue à aider l'élève à s'adapter à son environnement social et multiculturel. Une perspective actionnelle, donc je l'ai dit, qui dépasse une approche communicative. On n'est plus seulement en train de parler une langue pour se faire comprendre, on est aussi en train de parler une langue dans un but social. Et puis, comme je vous ai dit, ce qui est très louable dans l'esprit du cadre européen commun, c'est d'avoir une ambition d'harmoniser l'évaluation des langues sur le plan européen. C'est-à-dire que quand vous êtes B1 en France, on sait ce que ça veut dire en Allemagne et puis on sait ce que ça veut dire en Espagne. On en a une déclinaison nationale dans les programmes scolaires. Alors, quelles sont les limites ? On a une mise en œuvre parfois irrationnelle du cadre européen, notamment dans certaines universités où il faudrait passer d'un niveau à l'autre du cadre européen en un semestre. On a aussi un cadre européen commun qui s'intitule, son sous-titre c'est apprendre, enseigner, évaluer. Mais dans ce cadre, on a une méthodologie de l'enseignement qui est complètement ignorée, comme si vous voulez, le cadre fixait l'objectif sans indiquer quel était le chemin pour atteindre cet objectif. Donc, on a des enseignants qui se retrouvent avec des directives sans savoir finalement comment entraîner, comment construire des situations d'enseignement. Et s'ajoute à cela le flou des items. Vous l'avez peut-être noté tout à l'heure, choisir un document sonore dans lequel le locuteur s'exprime avec un accent clair, un document sonore d'une certaine complexité ou d'une certaine longueur, tout en se demandant si l'élève a compris assez. Et s'il comprend pratiquement toute la langue orale, eh bien, c'est compliqué. Donc, finalement, quand on dispose de cet outil, il est difficile pour les enseignants non seulement de choisir la bonne ressource, mais finalement aussi de construire le bon entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on peut aller voir du côté de la recherche pour essayer d'avoir des éléments pour concevoir des entraînements. Et la première chose, vous me dites, Jean-François, tout va bien, d'accord. J'ai pas mis mon chronomètre. Alors, on peut faire un détour théorique pour comprendre la compréhension de l'oral. Alors, qu'est-ce que c'est que la compréhension de l'oral ? Eh bien, comprendre à l'oral sur le plan cognitif, c'est une activité de construction du sens, une activité active qui implique d'articuler des opérations
qu'on va appeler des opérations mentales, 2 types d'opérations mentales, des opérations mentales qu'on va appeler de bas niveau et qui concernent la manipulation directe du langage. Donc on a des traitements des sons du langage, des traitements lexicaux, des traitements syntaxiques, du décodage, de la segmentation de la chaîne phonique. Donc ça nécessite d'articuler ce type de processus. Vous voyez, je manipule directement le langage. Et d'autres types de processus ou d'opérations qui sont des processus de haut niveau, qui relèvent plutôt d'une stratégie, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'élaborer des hypothèses, est-ce que je suis capable de réguler ma tâche, est-ce que ce que j'entends c'est cohérent avec ce que je viens d'entendre et avec ce que je m'imagine de la suite. Donc vous voyez, on a 2 types de processus à articuler pour pouvoir comprendre le sens. Et en langue seconde, on a malheureusement une faible automatisation des processus qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire que finalement, quand on entend une langue seconde, c'est difficile de décoder. C'est difficile de savoir si on a entendu un mot ou si on a entendu plusieurs mots. Donc, cette faible automatisation des processus de bas niveau, elle engendre un coût cognitif. Pourquoi? Parce que les ressources en mémoire de travail sont limitées et quand on consacre beaucoup d'attention à segmenter la chaîne phonique, eh bien, on a beaucoup moins de ressources disponibles en mémoire de travail pour mettre en œuvre des opérations stratégiques. J'ai envie de me tourner vers Léa et de lui dire, quand on joue au tennis, eh bien, si on a du mal à toucher la balle avec la raquette, on a du mal à réfléchir pour savoir si la balle, on va la jouer en fond de cours ou le long de la ligne. Eh bien, en compréhension de l'oral, c'est un peu la même chose. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu les choses comme ça, on aurait donc 2 démarches didactiques. Une première démarche didactique qui impliquerait de travailler pour automatiser fortement les processus de bas niveau, et une deuxième démarche didactique qui impliquerait de forcer le comportement stratégique chez les élèves. Et évidemment, vous aurez compris que comprendre à l'oral, c'est articuler ces 2 types d'opérations. Alors, que font les chercheurs quand ils examinent la compréhension de l'oral et comment est-ce qu'on peut construire des entraînements? Alors j'ai déjà un peu dit, on peut construire 2 types d'entraînements, des entraînements qui visent la mise en œuvre de processus de bas niveau, des entraînements qui visent la mise en œuvre de processus de plus haut niveau. Et ici, je vous montre un exemple de 2 apprenantes anglophones qui écoutent un document sonore dans une langue étrangère, donc pour elles le français. Donc le document sonore, pour l'instant, c'est assez simple. Allô, est-ce que je peux parler à mademoiselle Petit, s'il vous plaît? C'est moi-même, monsieur. Et donc on a 2 apprenantes, on a Rose et Nina. La différence entre Rose et Nina, c'est que Rose, c'est une apprenante, c'est une élève qui est un peu moins compétente en français que Nina. Donc elle a un moins bon niveau initial. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rose? Eh bien, on voit qu'elle traduit, mot à mot, ce qu'elle a compris. Point. Et il ne se passe rien d'autre dans sa tête. Et qu'est-ce qu'on voit du côté de Nina? Eh bien, Nina dit « c'est une conversation au téléphone » et c'est un homme qui parle à une femme. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle dit « et je pense que ça doit avoir quelque chose à voir, bon, il est en train de l'informer quelque chose, comme s'ils allaient avoir une longue conversation. Et d'ailleurs, il ne l'appellerait pas mademoiselle s'ils étaient amis. » Donc vous voyez que on a un traitement de l'input sonore qui varie fortement d'une apprenante à l'autre. Alors on pourrait les situer toutes les 2 sur le cadre européen commun de référence. Peut-être qu'on aurait le même niveau. Pourtant, on n'a pas du tout la même qualité de compréhension. Et vous voyez que dans le rappel en français, on a des signes d'un traitement de l'information qui sont différents et qu'on peut prendre en compte pour construire des entraînements. Alors je vais aller un peu plus loin. Ce qu'on peut aussi prendre en compte quand on construit des entraînements... Alors, attendez, pardon, je reviens un petit peu en arrière parce que je voudrais dire quand même quelque chose, si j'y arrive. Non, je vais y arriver. Non, pas du tout, je suis revenue beaucoup trop en avant, c'est pas grave. Bon, je reste là. Ce que je voulais dire sur Rose et Nina, c'est que Rose... ces processus de bas niveau, c'est-à-dire ces processus de décodage, ils prennent tellement de ressources que finalement, elle ne s'engage pas dans des choses plus stratégiques d'anticipation, vous avez vu sur la suite, alors que Nina, elle, comme elle a complètement automatisé le décodage de la chaîne phonique, eh ben, elle va vers j'élabore des hypothèses, je me projette, j'utilise les éléments du contexte, j'utilise des éléments extralinguistiques pour construire le sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enseignant pour construire des entraînements? Eh bien, on peut analyser très finement les rappels, comme celui de Rose et celui de Nina, pour voir justement quel feedback on peut donner aux élèves. Alors, dans les rappels des élèves, on a par exemple des choses qui restent. Est-ce qu'il reste de la langue seconde dans le rappel? Par exemple, vous voyez ici, en allemand, on a un élève
carrément mis le mot en allemand dans son rappel. On a aussi des élèves qui font de fausses interprétations, mais qui ont une bonne exploitation des indices, ou alors qui ont bien entendu le mot, mais qui s'imaginent une histoire avec ces mots parce qu'ils n'ont pas réussi à établir de lien entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? Qu'est-ce qu'on entraîne? On a aussi des élèves qui trouvent le mot juste et qui font des hypothèses solides. Donc ça, on peut aussi le valider. Et puis, on a des élèves, dans leur rappel en français, qui font des commentaires personnels, qui disent « Ah, je pense que c'est ça, mais quand même, je ne suis pas vraiment sûre que c'est ça, mais enfin, j'émets une hypothèse. » Et donc, je suis en train aussi de m'auto-évaluer, de chercher, de dire « Bah tiens, je confronte avec ça. » Et donc, tout ça, on pourrait le prendre en compte quand on évalue la compréhension de l'oral. Alors voyons quelques exemples pour améliorer les apprentissages des élèves. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait donc deux types de démarches didactiques. Soit on essaie d'automatiser la mise en œuvre de processus de bas niveau, donc on entraîne les élèves à reconnaître le lexique, donc on les entraîne à la reconnaissance lexicale et phonologique. C'est tout ce que vous avez à droite du tableau. On peut les entraîner à segmenter le flux sonore. On peut les entraîner à catégoriser, à faire de la catégorisation grammaticale. On peut renforcer les liens graphophonologiques ou on peut renforcer le traitement sémantique. Alors, ce tableau, en fait, il faut que je rende justice à un projet de recherche qu'on a mené dans le cadre d'un Léa avec des collègues de Rennes. On a décidé d'entraîner des élèves de seconde pendant 3 semaines uniquement à la mobilisation de processus de bas niveau. Donc on leur a proposé les activités qui sont ici. Donc on leur a dit, quand tu écoutes le document sonore, on leur a dit, bon voilà, on te fait écouter un extrait du document sonore, tu vas entourer dans cette liste de paires de mots celui que tu entends effectivement. Vous voyez, on va jusqu'à entraîner la discrimination, entraîner la reconnaissance lexicale. Est-ce que tu peux compter le nombre de mots entendus dans cet extrait du document? Vous voyez, on a forcé l'automatisation des processus de bas niveau avec un groupe. Et avec un deuxième groupe d'élèves, on les a entraînés à mettre en œuvre des processus stratégiques, des processus de haut niveau, fais des hypothèses, concerte-toi avec ton voisin pour voir si tu as bien compris la même chose, etc. Et à la fin de ces 3 semaines, on a comparé les performances en compréhension. Et qu'indiquent les résultats? Les résultats indiquent que pour les élèves qui sont les plus fragiles, la mise en œuvre de processus de bas niveau, donc cet entraînement à la reconnaissance lexicale, à la segmentation, au traitement du flux sonore, il implique de meilleures performances que quand on entraîne à la mise en œuvre de processus de haut niveau. Donc ça, si vous voulez, c'est une première piste pour construire des entraînements. Et vous voyez qu'on est loin de ce que propose le cadre en disant à quel niveau est-ce que tu es, B1 et B2. Alors évidemment, quand on construit des entraînements comme ça, on contribue à aider l'élève à passer d'un niveau à l'autre. Alors toujours dans cette même expérimentation, on avait donc, je vous ai dit, un groupe qui était entraîné à la mise en œuvre des processus de bas niveau et un groupe qui était entraîné à la mise en œuvre des processus de haut niveau. J'ai bientôt fini. Donc on leur a demandé de planifier, de faire attention à ce qu'ils entendaient, de contrôler avec leurs partenaires s'ils avaient bien compris la même chose. Donc ça, c'est 2 types d'entraînement à la compréhension. Et je voulais vous présenter en tout dernier un dernier outil qui s'appelle le questionnaire métacognitif, qui a été établi par la recherche. Donc c'est un questionnaire, si vous voulez, qui reconnaît 5 dimensions, donc dans lesquelles il y a 5 dimensions. Donc vous voyez, planification et évaluation, attention dirigée, connaissance sur soi-même, traduction mentale, résolution de problèmes. Il comporte 21 items et c'est un questionnaire dont se servent les chercheurs pour mesurer la conscience métacognitive des élèves pendant une tâche d'écoute. Et les résultats de ce questionnaire montrent que la conscience métacognitive, elle est fortement corrélée avec la performance en compréhension de l'oral. Et c'est donc un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut donner aux élèves avant une tâche d'écoute ou après la tâche d'écoute pour voir comment bougent ces différentes dimensions. On va prendre l'exemple d'un item, juste 1 minute, par exemple le numéro 6, le numéro 5. J'utilise les mots que je comprends pour deviner le sens des mots incompris. Est-ce que je le fais quand j'écoute un document sonore? Si je ne le fais pas, est-ce que je vais y penser la prochaine fois? Et peut-être que tout au long de l'année, je vais mettre en place comme ça des stratégies qui vont m'aider à aller faire bouger ma compréhension de l'oral. Alors pour conclure, et ce sera donc ma dernière diapositive, qu'est-ce qu'on peut évaluer pour que les élèves apprennent? On peut évaluer le produit final, bien sûr, et à un moment donné, il va bien falloir le faire. Est-ce que l'élève a compris? Est-ce qu'il n'a pas compris?
est-ce qu'il a compris les idées principales? Est-ce qu'il a compris les détails? Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut évaluer. Mais on peut aussi essayer d'évaluer s'il arrive à mettre des éléments en lien pour construire le sens, même si ce sens est erroné. C'est-à-dire qu'on peut aller évaluer les processus de compréhension. On n'est pas forcément obligé d'évaluer toujours le produit. Est-ce que l'élève utilise certaines stratégies? Comment elles évoluent au long d'une année? Je vous l'ai dit avec le questionnaire. Sur quelle base? Sur la base des processus qu'on a entraînés, sur la base des stratégies qu'on leur a montrées, et aussi, quand on regarde le rappel des élèves en français, est-ce que ce rappel il est complexe sur le plan lexical? Est-ce qu'il est riche? Est-ce que l'élève utilise des connecteurs qui montrent la compréhension en profondeur? Est-ce que l'élève construit son rappel ou est-ce qu'il a un rappel très parataxique finalement, avec des éléments, des énumérations qui montrent peut-être une compréhension superficielle du document sonore? Voilà. Donc ma conclusion, c'est qu'une manière d'utiliser l'évaluation pour favoriser les apprentissages, c'est d'évaluer non pas seulement l'atteinte de l'objectif de compréhension, mais aussi les processus qui permettent d'atteindre cet objectif. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation, le respect du temps encore une fois, et les membres du jury ont la parole. Je ne sais pas, c'est vous. Bonjour, merci infiniment Madame pour la clarté de cet exposé. Alors nous avions deux interrogations. Premier qui concerne le CE-CRL, dont vous montrez bien les limites en termes d'outils, la façon dont la recherche le met en lien aussi avec cette différence entraînement-évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, si la recherche a documenté un petit peu cela, ou si vos travaux permettent de le documenter, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à disposition des enseignants comme outils, parce qu'ils ont besoin de didactiser également les pratiques, pour que leurs pratiques évaluatives et enseignantes soient non pas centré uniquement sur ces objectifs finaux que vise le CE-CRL, mais bien vers les processus d'apprentissage des élèves. Est-ce qu'on pourrait formaliser un autre type d'outil, finalement, qui réserverait le CE-CRL pour l'évaluation, ce à quoi il est dédié? Je vous remercie pour votre question, je vous remercie d'avoir lu attentivement toutes les notes. Dans le cadre du Léa dont je vous ai parlé, cette expérimentation où on a comparé des élèves de seconde entraînés à la mise en œuvre des processus de bas niveau et entraînés à la mise en œuvre des processus de haut niveau, on a construit un parcours magistère à destination des enseignants pour leur exposer un peu notre idée de distinguer dans l'entraînement toutes ces différentes étapes et ces différents niveaux. Donc ça, c'est une première ressource qui est déjà à la disposition des enseignants. Ensuite, je pense qu'évidemment, il y a une problématique de formation des enseignants, mais ça, je pense que ça a été dit hier, ça a été dit aujourd'hui. Je pense que c'est des ressources dont peuvent s'emparer les enseignants pour peu qu'ils en aient connaissance et qu'ils y aient accès. Donc il y a aussi une histoire de à quoi on donne accès aux enseignants. Là, vous voyez que les enseignants, ils ont accès aux programmes scolaires, ils ont accès au cadre européen commun de référence, ils ont accès au grillé du SCOL. Quand on étudie les manuels, on voit que les activités autour de la compréhension de l'oral, c'est de l'évaluation, c'est pas tellement de l'entraînement. Donc je pense qu'effectivement, des ressources qui permettent d'entraîner la compréhension de l'oral, on en aurait bien besoin. Il y aurait besoin de travailler à les construire, effectivement. Merci. Et nous avions une deuxième question autour du questionnaire métacognitif que vous nous avez présenté à la fin. Vous dites que c'est le produit de la recherche pour l'instant. Alors, quels sont les résultats de la recherche sur le rôle de la métacognition dans la compréhension orale? Pourquoi ça favorise à ce point-là la compréhension? Quels sont les résultats et quelles seraient les conditions de transfert de ce questionnaire métacognitif à grande échelle dans un premier temps, parce que vous dites que c'est un élément de la recherche. Et puis, est-ce qu'on pourrait transférer également ce type de questionnaire métacognitif dans d'autres champs, notamment d'autres champs disciplinaires? Alors, c'est pas qu'une question. Là, oui, c'est vrai. Il y en a 5, d'accord. Alors, le premier, c'est dans la publication d'où vient ce questionnaire. Il est robuste sur le plan statistique. Et je vous ai dit, il est fortement corrélé avec les performances en compréhension de l'oral, puisque c'était l'idée des chercheurs, c'était de dire est-ce que les meilleurs auditeurs régulent mieux leurs tâches que les auditeurs les moins compétents. La problématique de l'article, c'est ça. Et un outil pour réguler son comportement, ça a été construit par les chercheurs, c'est celui-là.
Et finalement, il peut tomber dans les pratiques. Alors, est-ce qu'il peut tomber dans les pratiques? À mon sens, il peut tomber dans les pratiques, mais il ne peut pas tomber dans les pratiques comme un outil statistique. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux enseignants à chaque fois de regarder si les 5 dimensions du questionnaire évoluent avec une ACP. Vous voyez, non, on va pas, ça va être possible. En revanche, je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser avec les élèves et avec les enseignants, les élèves, pour leur montrer comment on peut essayer de modifier son comportement face à la tâche. Bon. Personnellement, je rejoins ce que disait Daniel Gaonac tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas faire que ça. Voilà. Et qu'il ne faut surtout pas faire que ça. Et je pense que j'ai montré dans ma note et dans mon exposé que les pratiques enseignantes, elles s'appuient beaucoup sur les stratégies qu'on appelle des stratégies plutôt de haut niveau. C'est-à-dire que les enseignants dans leur classe, quand ils font écouter un document sonore, avant de faire écouter un document sonore, ils font faire des hypothèses à leurs élèves sur, à votre avis, de quoi ça va parler, qu'est-ce que vous allez entendre. Donc, vous voyez, ça rejoint ça. On est un peu sur du questionnaire métacognitif. Ils le font peut-être de manière un peu moins formalisée, mais ils le font. Ce qu'ils font moins, c'est d'entraîner les processus de bas niveau. Et à mon avis, l'accent, c'est là-dessus qu'il faut qu'il soit mis. Et le problème, pourquoi c'est pas mis? Parce que ça prend du temps et parce qu'il faut prendre le document sonore, il faut le décortiquer, il faut regarder, tiens, là, il va y avoir un problème de correspondance graphophonologique, ils vont entendre ça, mais ils ne vont pas comprendre ça, ou ça, ils ne vont pas l'entendre, ou ils ne vont pas entendre qu'il y a 2 mots. Et donc, ça demande vraiment une analyse très, très fine du document pour construire des entraînements au processus de bas niveau, et ça, c'est plus difficile. Donc, à mon avis, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Entendu. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petits papiers qui ont circulé? Non, pas à ma connaissance. Okay. Pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette...